Bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux. On espère que vous êtes en pleine forme ce matin. Tiens non, en pleine forme, en forme. Comment dit-on ça en breton, Maël? Eh ben, yar, mais c'est plutôt en bonne santé. Ah, donc c'est en bonne santé, quoi. Voilà. Yar. Bon, bah, on espère que vous êtes yar ce matin. Vous, Aurélie, et de quoi allez-vous nous parler tout à l'heure? Eh bien, ce matin, je viens vous parler de l'importance d'investir dans la décoration quand on a des logements en location, parce que vous pourriez louer mieux si vos logements sont décorés. Donc, pour booster la rentabilité, on va dire ça comme ça. C'est ça. Bon, à tout à l'heure alors. Ce matin, nous allons mieux faire connaissance avec notre périnée. Le périnée, une partie bien souvent méconnue de notre corps, qui, quand ça ne va plus, pose de nombreux soucis. Heureusement, il est possible de rééduquer le périnée, et ce, à n'importe quel âge. Vous verrez cela dans quelques instants. Nous parlerons de la mort inattendue du nourrisson également, source d'inquiétude évidemment pour tous les parents et professionnels de la petite enfance. Elle concerne plus de 350 bébés chaque année en France. Alors que s'ouvre la Semaine nationale de prévention, nous ferons le point sur les facteurs de risque. Et puis nous vous présenterons une association bretonne, les Élégantes Courbes, qui organise des défilés de mode. Enfin, on retrouvera Billy à la SPA de Rennes avec un nouvel animal à adopter. Et figurez-vous que ça marche bien, les adoptions. On a de très bons retours. De nombreux animaux ont déjà été adoptés depuis le début du mois. Et oui. Bienvenue à vous tous. Bienvenue. Merci. Bonjour. Presque que des filles ce matin. Heureusement que Maël est là. Et il est heureux, Maël, d'être entouré de toutes ces femmes. On va parler ce matin du périnée. Alors avant toute chose, je vous propose un petit rappel en images. Bah qu'est-ce que tu fais? T'as l'air toute crispée. Je contracte mon périnée. Et oui, votre ami a raison. Entretenir son périnée, c'est important, surtout pour une femme. Petit rappel, le périnée est un ensemble de muscles qui s'étend du pubis jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Il soutient le petit bassin et donc les organes génitaux externes et l'anus. Le périnée a un rôle essentiel dans le maintien des organes, la continence urinaire et fécale, grâce à lui vous vous retenez, et la sexualité. Qu'on se le dise, un périnée musclé, c'est plus de plaisir au lit pour monsieur comme pour madame. Si madame a un périnée tonique, son vagin est plus serré. Résultat, lors de la pénétration, madame sent davantage monsieur et monsieur se sent mieux accueilli. Et chez l'homme, un périnée musclé, c'est une meilleure érection. Problème, le périnée de madame est souvent mis à mal par l'accouchement. Les tissus sont étirés, voire déchirés lors du passage du bébé. Ce qui peut provoquer des fuites urinaires, de l'incontinence et, comme on l'a dit, un orgasme tout rikiki. Et si rien n'est fait, il peut même y avoir un risque de descente d'organes. Le périnée est donc un muscle qui s'entretient. Après un accouchement, c'est plus que conseillé. Chez un kiné ou une sage-femme, cette rééducation se fait en une dizaine de séances, remboursées à 100% par la Sécu. Y a pas à hésiter. Et sinon, n'attendez pas d'être vraiment gêné pour booster votre périnée, mesdames. Il existe des exercices tout simples à faire soi-même au quotidien. Alors, on contracte ? Ben voilà, on contracte. Ça vous fait rigoler en tout cas. Ah oui, c'est une belle présentation. Avec, quand même, on insiste beaucoup sur la contraction. Oui. Il est important aussi, quand on parle du périnée, de parler du relâchement. C'est évoqué, mais peut-être un peu trop rapidement. Mais on va justement aller plus loin avec vous, Catherine Bassereau. Vous êtes sage-femme et sexologue. On a le sentiment que le périnée, finalement, avec ce que vous dites encore une fois, c'est un organe méconnu, qu'on a l'impression de ne Alors, pas... c'est pas un organe. C'est un ensemble de muscles. On parle toujours du muscle périnéal, mais en fait, c'est un ensemble de muscles avec trois fonctions fondamentales. La fonction urinaire, la fonction anale, et puis la gestion aussi, l'harmonie sexuelle, comme l'a dit Alors, c'est vrai que mais souvent on commence à s'en préoccuper quand ça ne va pas, finalement. Exactement. On a des soucis. On parle du périnée en termes négatifs. Voilà. On parle du périnée souvent après les accouchements, dans le cadre de la rééducation postnatale. Et qu'est-ce qu'elles entendent, les femmes? Elles entendent que ce périnée, il peut être déchiré, ce périnée, il peut y avoir des distensions, il peut y avoir des descentes d'organes, il peut y avoir des incontinences urinaires. Donc, on en parle uniquement, toujours en termes négatifs et dans un terme de rééducation. Alors qu'il serait peut-être bien plus souhaitable de pouvoir connaître ce périnée, mais dès la petite enfance, d'où l'importance de l'éducation des parents, dès la petite enfance, avec les ados dans le cadre du sport, par exemple, les éducateurs sportifs, les profs de gym devraient en parler bien plus qu'ils en parlent. Évidemment, dans le cadre de la maternité, il y a malheureusement encore plein de femmes qui ne font pas de rééducation périnéale, et il est clair que toute femme après un accouchement, un périnée qui a été sollicité par 9 mois de grossesse, des modifications hormonales, une prise de poids et la poussée du bébé, et puis... Mais ça n'a pas toujours
toujours été vrai, parce que nos mères ou nos grands-mères n'ont pas fait de rééducation périnéale. Oui, alors c'est pour ça aussi des générations entières. Pendant toute une période, il y a des femmes qui vivaient avec leur incontinence urinaire, voire incontinence anale. On disait quoi? C'est normal? Après des accouchements, c'est normal? Voilà, en supposant, passer un certain âge, c'est normal, encore plus après la ménopause. Alors que c'est faux, il n'y a pas d'âge pour rééduquer. Et, c'est une zone honteuse culturellement? Alors c'est une zone honteuse, oui, parce que longtemps, on a parlé de la région honteuse, parce que le nerf qui innerve cette région s'appelle le nerf honteux. On a changé d'appellation, Dieu merci, mais c'est resté encore quand même dans la conscience collective. Et puis bon, parler du périnée, c'est parler d'urine, c'est parler de défécation, c'est parler de sexualité, donc de sujets intimes, de sujets personnels. Et la preuve en est, je devais faire venir une patiente pour venir en parler, j'en ai pas trouvé. C'est délicat de pouvoir s'exposer. Il y a un véritable tabou et puis plein de clichés, des idées reçues. Alors je vous propose d'abord qu'on écoute le témoignage d'une téléspectatrice et puis on en parle juste après. Okay. On attendra votre réaction. Les hommes comme les femmes en pilates travaillent leur périnée. Et donc tout le cours de pilates, toute votre séance de pilates va se faire avec un engagement du périnée. Et les hommes, comme les femmes, en cours, engagent leur périnée. Alors aujourd'hui, les femmes connaissent leur périnée, savent qu'il faut l'entretenir. Quant aux hommes, c'est assez mal connu. À quand un personnel médical, un corps médical qui viendra conseiller les hommes sur cet entretien, sur l'importance de l'entretien de ce périnée, qu'ils fassent du sport ou qu'ils ne fassent pas du sport, qu'ils soient dans le sport intensif ou pas. Alors, il est déjà mal connu chez les femmes, mais alors chez les hommes... Alors, oui, parce que... Maëlle, vous connaissiez cet ensemble de muscles? Oui. Ça va. Bon, c'est bien. Ah ben bravo. Bravo, vous êtes l'un des rares, Ça plein de choses, peut-être. oui. D'accord. Ah, mais souvent, les hommes connaissent leur périnée grâce à leurs femmes qui parlent et qui rééduquent leur périnée. Il y a souvent dans les cours de préparation à la naissance des hommes qui ouvrent les yeux en disant « Ah, moi aussi, j'en ai un. » Mais dans le reportage, elle a raison, cette personne que vous avez interviewée. La prévention, elle est autant masculine que féminine. Alors, chez les hommes, les problèmes périnéaux sont souvent plus tardifs. Ou alors, c'est peut-être la conséquence d'une société où on est tous stressés. Des hommes qui ont une musculature tout le temps en tension, les fesses, les cuisses, les abdos, le périnée, et qui ne savent plus relâcher, ce qui peut entraîner aussi des douleurs périnéales, voire des troubles aussi sexuels et troubles érectiles ou des troubles éjaculatoires. Alors, on parle de rééducation périnéale. Comment ça se passe très concrètement? Alors, une rééducation périnéale ne peut pas se concevoir sans faire un bilan. Un bilan, c'est-à-dire un bilan gynéco, on met les doigts, on teste les différents groupes musculaires. Et en fonction de ce bilan, on va adapter la rééducation. Ça peut être une rééducation très globalisante, je vais dire, où on va travailler sur la posture, on va travailler sur la prévention. S'il y a beaucoup d'éducation à faire, éviter la constipation, ne pas se retenir de faire pipi dès qu'on a besoin d'y aller, de ne pas pousser, de vider sa vessie quand on va faire du sport, ou même chez les personnes d'un certain âge, de pouvoir, quand je vais faire une marche d'une demi-heure, d'une heure, je vide ma vessie avant d'y aller. Enfin, des choses très préventive, très pratico-pratique. Sachant que vous parliez d'âge, la rééducation du périnée, ça peut se faire à n'importe quel âge. À n'importe vous entendez quel âge. des femmes dire « Ah mais non, mais je suis trop vieille, maintenant ça ne sert plus à rien Oui, ». Non, c'est faux. Alors c'est vrai que les jeunes femmes qui viennent en rééducation en postnatal, on parle quand même maintenant plus facilement avec leur maman. Et on voit une génération de femmes qui ont vécu pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans avec leurs troubles urinaires et qui osent venir un petit peu plus. Mais c'est forcément un peu plus compliqué de rééduquer, mais il y a pas d'âge. La prévention donne de bons résultats. Ouais. Alors, vous êtes entourée de femmes, pardon Maëlle, mais autrement. Vous avez toutes fait de la rééducation périnéale. Quel souvenir en gardez-vous? Est-ce que ça a été utile? C'est pas forcément évident d'en parler. Oui, voilà, je rejoins. Mais on est entre nous, regardez. De témoigner, voilà, je comprends. Écoutez, oui, je l'ai fait à 2 reprises après avoir eu mes bébés et j'ai fait une belle rencontre, notamment sur la deuxième rééducation et où j'ai appris beaucoup en fait de l'importance du périnée. C'est vrai que je rejoins le fait que dans notre éducation, on nous apprend pas en fait
l'importance et ce que ça peut apporter au quotidien. Et je l'ai vu notamment sous un autre angle avec mes enfants, le fait que si je suis alignée et détendue, et on travaille avec le périnée là-dessus, mes enfants sont alignés et détendus. Et donc, je pense souvent à mon périnée maintenant. Avec un rôle fondamental dans la respiration. Donc, non, mais c'est vrai, on dit ça en rigolant, mais c'est prouvé. Voilà. Ça fait rire Céline. Elisa ou Céline, du coup, Elisa, vous avez 4 enfants. Alors, Oui. vous aussi, vous avez du coup fait de la rééducation périnéale. Oui, je rebondis à ce que vous disiez. C'est vrai que moi, pour ma part, ça a été difficile parce que quand on est un peu seule, mère au foyer, et qu'on n'a pas de quoi faire garder ses enfants, pour mes premières grossesses, ça n'a pas été possible du tout de faire une rééducation périnéale. Je m'en suis voulu à l'époque. Après, je me disais, je suis jeune, c'est pas très grave. Seulement, la 3e grossesse, la 4e grossesse, les prises de poids avec, je sentais que ça n'allait plus comme avant. Et j'ai rencontré une sage-femme fabuleuse à la suite de ma 4e grossesse qui m'a rassurée, qui m'a dit ne vous inquiétez pas, vous pourrez faire la rééducation périnéale, quel que soit l'âge que vous aurez plus tard. Ouais, et elle m'a conseillé, effectivement, je rebondis aussi sur ce que vous disiez, moi ça m'a rassurée de me dire que oui, je pourrais le travailler, et puis je travaille tous les jours. Et il y a des outils également pour nous aider dans cette rééducation. Oui. Vous êtes venu avec une sonde. J'ai amené une sonde en sachant que il y a d'abord le bilan, il y a de la prévention, de pratico-pratique dans la vie de tous les jours, il y a un travail de globalité, c'est vrai qu'on ne peut pas travailler un périnée sans parler de respiration, de centration, de posture. Et quand vraiment il y a des déficiences importantes, on a des outils qu'on utilise dans nos cabinets, par exemple ce genre de sonde qu'on met à l'intérieur du vagin. Il y a aussi des sondes anales pour les hommes et qui permet soit d'enregistrer la contraction qu'on effectue, ce qui est un gros travail, un travail important pour la prise de conscience, mais aussi ça peut stimuler par un phénomène d'électrothérapie qui permet aux femmes vraiment qui ne sentent rien, qui n'ont plus grand-chose, de pouvoir mieux sentir. Et quand le travail périnéal est vraiment laborieux, on ne peut pas faire venir les femmes 2 fois par semaine toute une vie, il y a du matériel qu'on peut acheter, qui est remboursé par la Sécu, qu'on peut acheter en pharmacie et qui permet de faire un entretien dans la vie de tous les jours. Mais l'entretien, il y a peut-être ce travail-là, mais l'entretien, c'est surtout aussi de la prévention du quotidien. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous informer. On ne gardera plus jamais notre périnée de la même façon, n'est-ce pas? Elisa, on va revenir vers vous parce que vous êtes la présidente de l'association Les Élégantes Courbes. Alors, quelle est cette association et qu'est-ce qui vous a donné envie de la fonder? Expliquez-nous. Alors, c'est une association qui a été créée l'année dernière, en mars 2018. Qui a pour but de valoriser toutes les morphologies. Et pour cela, nous organisons des défilés de mode sans critères de poids dans la région, sans critères de poids, sans critères de taille, sans critères d'âge. Donc on accepte vraiment tout le monde, que ce soit des femmes ou des hommes. Donc vous êtes le bienvenu si vous avez envie de venir nous rejoindre. C'est vrai qu'on a un peu plus de mal à inciter les hommes à venir dans nos événements. Donc voilà, on crée des événements partout en Bretagne. On a commencé en Ille-et-Vilaine l'année dernière et on essaye de s'étendre un petit peu partout. Voilà, comme on peut, en fait, on recherche des lieux qui nous accueillent tout simplement. Et c'est un très joli nom, Les Élégantes Courbes. Oui, faut que ça reste élégant parce que c'est quelque chose d'important pour mettre en valeur chacune et chacun. Et en même temps, le mot courbe, pour moi, est synonyme aussi de rondeur, mais aussi de minceur, parce que les femmes minces ont aussi des courbes qu'elles souhaitent mettre en valeur malgré tout. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que chacune s'y retrouve. Et vous comptez déjà une centaine de membres. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a commencé en peu petit. De temps. Vous avez un objectif militant ou pas? Alors moi, non. Dans l'association, non. Après moi, personnellement, oui. Je suis amenée à faire des événements plus militants que ce que je fais dans l'association. Notamment comme le happening qui a eu lieu dimanche dernier à Paris, où j'ai eu la chance de participer avec Georgia Stein. Donc c'est un événement vraiment body positive et militant, où on a défilé en lingerie dans les rues de Paris. Donc voilà, c'était assez impressionnant. Et le but est de montrer que voilà, dans la mode actuelle, il y a besoin que plus de femmes soient représentées avec plus de morphologies différentes. Vous avez l'impression qu'il y a un peu de faux semblants dans la mode aujourd'hui, qu'on dit qu'on ouvre de plus en plus aux grandes tailles, alors que
Non, c'est dans pas la si vrai que ça. réalité, il y a en fait, encore dans la beaucoup de réalité. travail à faire. Il y a beaucoup de mouvements tels qu'à Paris, le happening et aussi des petites associations ou des petits mouvements régionaux qui essayent de faire bouger les choses. Mais c'est vrai que ça reste assez associatif et assez bénévole, tout simplement. Voilà, et on y passe du temps bénévole, certainement. Mais après, quand on se rapproche du monde de la mode pur et dur, on n'a pas le choix parce que les agences de mannequins en France sont très cadrées au niveau de la loi. Elles n'ont pas le choix. Il faut savoir qu'il y a encore des mannequins en 32-34 qui sont prises pour les événements alors qu'on essaye de faire bouger les choses malgré tout. Et dans la réalité, c'est encore très difficile. Catherine, ça vous interpelle? Oui, on touche un sujet important que sont les stéréotypes sociaux et des stéréotypes féminins très formatés dans une certaine typologie. Et ça, c'est quelque chose qui va mettre du temps à bouger. Voilà. Après, c'est vrai que c'est important de le faire à petit niveau parce qu'on en parle malgré tout. Il y a des grandes enseignes quand même de prêt-à-porter qui se mettent à... Oui, il y a des grandes enseignes qui se mettent à le faire, mais voilà, quel est leur but réel? Est-ce que c'est un but commercial ou on se dit, le body positive, maintenant ça bouge, on en parle bien. Il y a un hashtag sur Instagram qui est super connu et qui donne des vues incroyables, qui est pris à toutes les sauces actuellement. J'ai vu une émission pour vous, c'est encore hier hypocrite? Il y a un côté marketing pour vous? Oui, voilà. Pour moi, c'est juste un côté marketing. Il faut qu'on en parle. Ça fait vendre. Mais c'est pas le but réel au départ du body positive. Ça n'a pas été inventé pour ça. Céline, vous en pensez quoi de cette démarche d'Elisa? C'est très bien. Non, mais il faut que ça change. Nous, on le voit, il faut que ça change pour les ados. Aux urgences pédiatriques, on voit trop de jeunes filles arriver avec des difficultés par rapport à leur corps. Et c'est vrai qu'il faut sortir la poupée Barbie, quoi. Oui, c'est ça. Il faut faire changer le regard des gens. Et on se rend compte que quand on crée des événements comme nos défilés, on a un très beau retour du public où les femmes et les hommes s'identifient plus facilement aux mannequins qu'elles vont voir plutôt que celles qu'elles vont voir dans les magazines ou à la télé. Et pour ça, donc, vous organisez des événements. Il y en a 2 prochainement dans notre région. Donc ce sera le 21 septembre à Vitré, c'est ça, à partir de 17h, et le 28 septembre au restaurant Le Pain de Sucre à Bru, à partir de 19h. C'est même un défilé-concert, me semble-t-il. Oui, voilà, on a la particularité depuis l'année dernière de faire quelques petits défilés-concerts. Donc là, en l'occurrence, il y aura la troupe LSD qui nous suit, donc une troupe de chanteurs rock qui accompagne le défilé d'une façon très pro, parce que voilà, il suffit que je fasse un petit regard au musicien, il sait à quel moment il faut s'arrêter ou reprendre, donc c'est vraiment très pratique, je les remercie. Mais voilà, c'est des petits moments à passer agréables. On fait toujours une entrée gratuite pour que toutes les personnes puissent venir comme elles le souhaitent et passer un bon moment. Parfait, écoutez, c'est bien noté dans les agendas le 21 et le 28 septembre. Merci beaucoup Elisa. On va retrouver maintenant Aurélie Le Bolloc. Vous savez qu'elle est toujours pleine d'idées. Elle a aujourd'hui imaginé pour vous un cale-porte qui sort du lot. Regardez. Bonjour, je suis Mira. Je suis Tina. Et moi, c'est Jean. J'aimerais savoir comment fabriquer un cale-porte original. Bonjour Jean, bonjour Mira, bonjour Tina. Bonjour. Pour éviter les portes qui claquent, j'ai trouvé la solution. Un cale-porte en mortier très chic. On y va? Oui. C'est parti. Pour la première étape de notre réalisation, on va avoir besoin de créer un moule pour venir mettre notre mortier. Jean, je vais avoir besoin que tu fasses un nœud d'arrêt. Est-ce que tu sais ce que c'est un nœud d'arrêt? Absolument pas. Alors, un nœud d'arrêt, c'est un nœud en fait où tu prends les deux côtés et tu noues tout simplement comme ça. D'accord. Voilà. Ici, on a opté pour un mortier à prise rapide. Donc là, on a 1,5 kg dans ce paquet. Tu peux y aller, tu peux tout mettre. Go! Ouais. Et on va rajouter encore 1,5 kg. Je vais te demander, Mira, de verser l'eau et pendant ce temps-là, moi, je vais mélanger. Et on va venir remplir notre boîte jusqu'aux 3/4 à peu près. Hop, j'entends que tu as la corde, je vais te laisser l'enfoncer jusqu'au nœud. Maintenant qu'on a réalisé la première étape de notre cale-porte, on va pouvoir laisser reposer ce mélange pendant à peu près une demi-heure. D'accord. Okay. On va pouvoir passer à la seconde étape de notre réalisation. On va faire un pochoir qui va venir s'appliquer pour personnaliser votre cale-porte. Le but, c'est de créer une forme qui soit simple, un dessin
rapide, efficace, une étoile, une lettre, un chiffre. On va maintenant passer à la partie découpage. Voilà, on a maintenant terminé la deuxième étape de notre réalisation. Les pochoirs sont finalisés. On va pouvoir passer à la troisième étape. On va pouvoir récupérer notre mortier qui a bien pris. Alors c'est facile, regarde. Hop, il suffit de déchirer. Ouf, c'est lourd. Ouais, c'est un peu lourd. Hein. Elle va pas bouger ta porte avec ça, c'est sûr. Donc maintenant, Jean, tu vas pouvoir venir appliquer ton pochoir sur ton cale-porte. D'accord. Et on y va, Et on c'est applique. Allez, un petit peu de mon côté. Super. Et voilà. Fini les portes qui claquent à la maison. Merci Aurélie. Merci. Mais de rien. Merci Aurélie. On résume. Confectionnez votre béton dans un moule. Placez-y une corde sur laquelle vous ferez un nœud. Placez-la au centre de votre mélange, nœud apparent. Laissez poser 30 minutes. Dessinez un motif et découpez-le de manière à réaliser votre pochoir. Une fois le béton sec, retirez son moule. Placez votre pochoir sur l'une des faces de votre cale et utilisez une bombe de peinture pour réaliser votre motif. Et voilà, on va passer du béton au breton. Et celle-là, je ne l'avais pas du tout prévu. Ça, c'est fait. Bonjour Maëlle. Bonjour. Alors, rebonjour. Rebonjour. Vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, bien entendu, pour ceux qui nous rejoindraient. On parle ce matin du périnée. Oui. Ça vous a inspiré? Mais oui. Quoi? Mais oui. Du coup, j'ai été quand même un petit peu plus large sur le sujet. On va parler de la naissance, puisque je me suis rendu compte qu'au fil de nos chroniques, je ne vous avais jamais parlé de la naissance. Oui. Alors, naître en breton se dit génel, ça c'est le verbe, naître, et la naissance c'est ganediges. C'est pas forcément un mot que vous avez entendu dans les chroniques précédentes. Mam, celui-là vous l'avez entendu. Ah oui. Mam, c'est la mère, voilà, Ouais. et le père c'est tat. Voilà. L'enfant, c'est bugel. Bugel, ça je l'ai souvent dit. Bugale pour le pluriel. Ouais. Et pour bébé, alors là, il y en a quelques-uns, j'en ai pris 3. On peut dire babik, c'est celui qu'on va entendre le plus. On peut dire poupik. C'est mignon. C'est assez mignon. Crouaduric, alors ça rappe un poil. Crouaduric, ça, c'est pour les enfants insupportables. Non, c'est plus le tout petit bébé, vraiment, c'est celui qui vient de naître. Et pour dire nourrisson, alors celui-là, je ne connaissais pas, parce que j'avoue que je l'utilise pas souvent. Magadel. Magadel. Ouais. Margan, c'est nourrir, en fait. Nourrisson, on vient sur la même structure de mots. Magadel, c'est qui est nourri. Donc vraiment nourrisson. Moi, j'utilise babik, poupik, ça, je trouve ça plutôt mignon. Alors, l'accouchement se dit en breton guiliout, pour l'accouchement, mais on dit rarement l'accouchement, on dit accoucher. Guilioudi, qui veut dire accoucher. Guilioudi. Et la sage-femme, essentielle dans tout ce processus, se dit amieges. En amieges. J'aurais dû prendre des notes. Hein. Il vous laissera ses fiches, ne vous en faites pas. Alors, pour le coup, mailloticien ou mailloticienne, j'ai pas cherché, parce que le terme amieges est utilisé vraiment en breton pour les deux sexes. Alors, le périnée. Les expressions. Ah non, bah oui, le périnée. Périnée, quand même, le mot que nous attendions. Oui, Garbeden, Acharbeden. Ça rappe un peu quand même. Voilà, Garbeden, Acharbeden. Je cherchais des expressions autour du périnée, je n'en ai pas trouvé. C'est étonnant. C'est étonnant. Par contre, des expressions concernant les enfants, j'en ai trouvé quelques-unes. Alors c'est souvent autour de l'éducation des enfants, pas comment on les fait. Ça, j'en avais trouvé d'autres, mais c'était une autre fois. C'est les choux, on sait. Arvugale Zarvetgaro Azedobertut, qui veut dire les enfants élevés à la dure deviennent des personnes. Voilà un beau programme. Ah oui. Alors les autres, ils deviennent quoi? On ne sait pas. Voilà, c'est ça. Les autres, ils ont été élevés peut-être trop à la dure, ils se sont barrés. Mais ça doit être voilà, ça. on retrouve toujours quand même cette forme un peu d'éducation à l'ancienne dans les expressions, quand c'est pas de la misogynie crasse comme on a pu avoir dans d'autres expressions. C'est ça. Voilà. Arvugale avec Gredo Zit, Utto avec Hecor et Vida Real. On est toujours dans la même variante. Les enfants dont on fait les caprices sont plus odieux que les autres. D'accord. Voilà. Bugalegues, Dour, Nekelez, Pise, Nekefau, Béampilet, Nekebrau. Ça, c'était pas mal, ça rime au moins. Mes chers enfants, mes pauvres enfants, l'eau n'est pas lait, pois ne sont pas fèves, et être battu n'est pas beau. Ouf.
Ça mérite une disserte je pense, là, on a 4 3 heures. points. Bugaléviande pour New Beyond, Bugan-les-Vras pour New Bras. Celle-là, c'est la seule que j'ai pu entendre, en vrai, dit par des gens, on va dire. Bugaléviande pour New Beyond, petits-enfants, petite peine. Bugan-les-Vras pour New Bras, grands-enfants, grande peine. Ouais, ça, on le dit souvent. Voilà, Petits-enfants, un petit ça c'est problème. vraiment une expression que j'ai pu entendre. Les autres, je vous avouerai que pas souvent. Mais elles existent et donc j'ai pu les partager avec vous avec grand bonheur. Il faut en retenir quelques-unes, ça fait toujours bien. Je vais quand même prendre des notes. Faut que vous vous rappeliez de Ami Egues, qui veut dire la sage-femme. Et Garbeden, le Périnée. Oui. Vous parlez breton? Qui parle breton ici? Non, je ne suis pas bretonne. Ça n'empêche. Ça On peut n'empêche. apprendre le breton à tout âge. Ouais, Il n'est jamais trop tard. Tout comme la pour la rééducation du rééducation. Périnée. C'est pareil, exactement. Bon, on va continuer à parler d'enfance sur un volet beaucoup moins drôle. Avec vous, Céline Farge, vous êtes médecin pédiatre référent du centre MINE, c'est-à-dire le centre de la mort inattendue du nourrisson, un centre de référence en Ille-et-Vilaine. Quel est le rôle de ces centres de référence, sachant qu'on est dans la semaine de prévention de la mort inattendue du nourrisson? Alors les centres de référence, ils ont été faits pour qu'on puisse prendre en charge à peu près de façon uniforme tous les bébés décédés en France. Et donc on a un cahier des charges qui a été vu et écrit par la Haute Autorité de Santé. Et, Ils ont été créés en 2013, hein, c'est ça? Suite à L'association des centres de référence a été créée en 2013 et l'étude sur le cahier des charges de la Haute Autorité de Santé, c'est en 2007. Donc c'était une grosse étude. Voilà, 2007-2009. Qui montrait ce qu'on savait déjà un petit peu à l'époque, hein, c'est que globalement, on perd 350 à 400 bébés par an en France, ouais. Et 100 à 150 seraient des morts évitables si les consignes simples de sécurité et de couchage étaient respectées. La première d'entre elles, c'est de coucher les bébés évidemment sur le dos. Mais pendant très longtemps, on a eu l'impression que nos mères, nos grands-mères avaient l'habitude de les coucher sur le ventre. Comment explique-t-on ce changement de message ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? En fait, en médecine, on apprend de nos erreurs. Et donc, c'est pas des modes, c'est pas des caprices de pédiatres. C'est que dans les années 70, c'est le développement de la pédiatrie, c'est le développement de la prise en charge des bébés prématurés. Et c'est vrai que un bébé prématuré est mieux sur le ventre. Il digère mieux, il respire mieux. Et du coup, on a voulu appliquer ça à tous les bébés. Les gens se sont dit, si les petits prématurés sont bien, pourquoi les petits nés à terme dormiraient pas mieux sur le ventre ? Et ensuite, c'est vrai que beaucoup d'enfants dorment mieux sur le ventre que sur le dos. Et il y avait cette inquiétude du vomissement, de la régurgitation, du trop-plein, comme disaient les grands-mères, quand ils buvaient, on ne parlait pas de régurgitation à l'époque, on parlait de trop-plein. Et que quand on était sur le ventre, au moins, ça partait dans l'oreiller et on s'étouffait pas. Et donc pendant des années, une augmentation énorme de la mort inattendue du nourrisson dans les années 70-90, jusqu'à ce que il y ait d'autres études et qu'on se dise, mais non, l'erreur, elle est là. Et là, on a repassé les bébés en 90 au niveau des États-Unis, puis en 93 au niveau en France, il y a eu sur une grosse campagne de santé publique. On a repassé les bébés sur le dos. Et là, on a eu une diminution de 75% des décès. C'est énorme. Donc c'était flagrant, quoi, effectivement. C'est flagrant. J'avais des courbes, je ne sais pas si elles étaient peut-être pas assez précises. Ouais. Mais on voit bien. Donc on le voit bien que l'incidence de la position du coucher. Elle fait comme ça, on diminue de 75% le nombre de décès. Mais actuellement, on n'arrive plus à faire baisser. D'accord. Bon, alors du coup, il y a quand même des conseils que vous souhaitez donner. Donc évidemment cette position de couchage, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un tas de conseils sur lesquels vous souhaitez insister. Donc pas de partage du lit avec les parents. Alors le partage du lit doit être. Faut pas être aussi catégorique. Je pense que le partage du lit, c'est essentiellement pour les mères allaitantes. Et je pense que ça se prépare en anténatal avec le soutien des sages-femmes. Je pense que si une maman a prévu d'allaiter son bébé et qu'elle a prévu de faire du partage de lit, elle a prévu un lit assez grand, elle aura enlevé les couettes, elle aura enlevé les oreillers. Tout ça aurait été discuté avec la sage-femme et au moment de la naissance à la maternité. Pas de doudou dans le lit, on évite aussi. Rien qui puisse venir recouvrir les voies aériennes, en fait. Pas de tour de lit non plus.
S'il reste coincé. Mais dans le lit des mamans, en tout cas, il n'y a pas de tour de lit normalement. Non, dans le lit des bébés, oui. Alors pareil, il y a des modes, entre guillemets, y a les écharpes de portage, enfin des modes plus ou moins, mais bon, ça revient beaucoup. Tout ce qu'on appelle des coucouna baby, ces petits nids, ça vous dites c'est pareil, il faut faire attention, ça peut être dangereux. De quelle façon? Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'en fait, nous, on sait qu'il y a un problème de confinement. Les bébés qui décèdent, ils ont été dans un lieu qui était trop confiné. Donc c'est pour ça que le partage du lit, il faut qu'il soit bien fait, sans couverture, sans couette. Et dans le lit, nous, il n'y a pas de tour de lit. Et il faut arrêter de vouloir mettre les bébés qui viennent de naître dans la position fétale dans laquelle ils étaient pendant les 9 mois. C'est-à-dire que 9 mois dans le ventre de maman, effectivement, on est très bien replié comme ça, mais on n'a pas besoin de respirer parce que tout se fait par le cordon ombilical. Quand on est dehors, il faut pouvoir respirer, et pour respirer, il faut avoir les voies aériennes de libre, et il faut pouvoir bouger sa tête. Donc il faut arrêter ces modes où on voit des photos de bébés la mise dans les corbeilles, c'est magnifique, avec des pluches, avec des machins. Non, un bébé qui vient de naître, s'il est mature, il doit pouvoir bouger sa tête, faire de la motricité libre, et il n'a pas besoin de se retrouver en permanence en position fétale. C'est plus le moment. Et pour le coucher, le minimum, donc c'est un lit à barreaux, un matelas ferme et une turbulette. Voilà, comme ça. Voilà. Et en plus, vous faites vous gagnez de l'argent, parce que la moyenne d'achat, c'est entre 2 000 et 3 000 euros d'une liste de naissance. Et moi, je pense que je peux vous en faire une sans la poussette à 300 euros. Quoi. Donc, soyons minimalistes dans les équipements. Est-ce que le message de prévention, il passe en France? Non. Comme ça, c'est clair. On est très mauvais. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de campagne de prévention nationale depuis 1993, que du coup, ça s'est essoufflé, et que les gens pensent que ça n'existe plus, la mort inattendue du nourrisson, et qu'on a du mal à faire passer, comme je dis là dans mon argumentaire pour le congrès vendredi, moi quand je reçois un bébé décédé et sa famille, à chaque fois, je me dis, mais où est-ce que le message n'est pas passé? Qu'est-ce que les parents n'ont pas entendu? Qu'est-ce qu'on leur a pas dit? C'est pas héréditaire, la mort inattendue du nourrisson. Il n'y a pas de gène responsable. Il n'y a pas de gène, c'est une mort inattendue, c'est-à-dire que c'est un bébé qui va très bien, qu'on couche et qu'on retrouve décédé quelques heures après, ou quelques minutes. Et je dis, et quand il y a une erreur de couchage, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vrai que c'est le rôle des sages-femmes, c'est le rôle des médecins généralistes, c'est le rôle des pédiatres, c'est le rôle de la PMI, c'est le rôle de tout le monde de faire passer ce message, mais on n'y arrive pas en France. Vous allez faire de la prévention cette semaine au CHU de Rennes. De quelle façon vous allez En fait, vu qu'on n'est pas suivi par les pouvoirs publics, on s'est organisé les centres de référence pour faire une semaine de prévention dans chaque centre de référence. Donc globalement, aujourd'hui et hier, dans chaque CHU en France, il y avait des stands dans les halls pour faire de l'information et de la prévention. Et là, cette année en plus à Rennes, on va clôturer la semaine par le 7e congrès national des centres de référence. Donc là, on attend 450, peut-être 500 personnes, des professionnels autour du nourrisson pour parler de la mort inattendue. Mais il n'y aura pas que de la prévention. On fait prévention, on fait témoignage, et puis il y a aussi toute une partie recherche. Parce qu'il y a quand même des décès qui, à l'heure actuelle, on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas à l'heure actuelle, mais je suis sûre qu'on comprendra dans quelques années. Mais il faut qu'on cherche. Merci beaucoup, docteur Farge. Et puis c'est à chacun de nous de transmettre ce message de prévention, finalement. Docteur Bassereau, oui, vous le faites passer, vous aussi, ce message. L'information, même des professionnels, est à revisiter régulièrement. Il y a des sujets d'actualité, on va en parler beaucoup, et puis après, ça s'essouffle. Nous, ça s'est très essoufflé, parce que depuis 1993, au niveau du ministère, c'est... C'est comme si on n'existait pas. Donc on ne lâche rien et on en parle autour de nous. C'est pour ça que chacun de notre côté, on fait nos petites interventions. Je vous propose maintenant de partir en direction de la presqu'île de Quiberon, dans le Morbihan, où vous allez découvrir un joyau de notre patrimoine littoral, le Château de la Mer. Une visite époustouflante signée Jérémy Armand et Catherine Basile. Sa silhouette intrigante aimante les regards, comme une apparition sortie d'un conte de fées ou une hallucination tirée d'un film fantastique. Érigé en 1904 par Georges Turpot, un industriel de Cholet, il symbolise la belle époque et son audace architecturale, avec sa tourelle ronde et son toit conique en ardoise.
Il a connu 4 propriétaires. L'actuel maître des lieux, un avocat installé à Paris, Yann le connaît bien. Ce peintre quibronnais a le privilège de veiller en son absence sur la bâtisse et sur ce parc d'1 demi-hectare, face à la mer et la côte sauvage. Regardez, c'est un des rares châteaux qui a les pieds presque dans l'eau, quoi. Et ça fait de ce château un monument exceptionnel. Embarquement à bord de celui qu'on surnomme le château de la mer. Ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on se sent comme dans un bateau, avec le roulis en moins, et le mal de mer aussi qui n'est pas là. À l'étage de la propriété de 500 mètres carrés, Yann s'est installé un petit atelier. Comme une vigie au plus près des éléments. Ici, tu communiques en direct avec la nature. Quand le ciel m'intéresse, hop, vite, je monte et je le peins en direct. Donc je me dépêche parce que la lumière est en train de disparaître, mais je suis en train d'éclaircir ce point-là qui est en face. Là. Je peux presque le toucher. Voilà un joyau de notre patrimoine. Et n'oubliez pas, les journées européennes du patrimoine se tiendront le week-end prochain, les 21 et 22 septembre, dans notre région et partout en France, bien entendu. Aurélie, on va, grâce à vous, avoir tout un tas de conseils pour valoriser un bien en location, des conseils de décoration. Alors, un logement bien décoré, ça se loue vraiment mieux ? Vraiment ? Eh bien oui, sachez qu'un logement qui est bien décoré, ça peut se louer jusqu'à 2,5 fois plus. Et c'est quelque chose qu'on constate surtout sur la location à courte durée. Par exemple, si vous regardez sur les plateformes comme Le Bon Coin, Airbnb ou Booking, les logements qui vont avoir les meilleures notes, ça va être ceux qui vont être le mieux décorés. Donc la communication, elle passe par quoi ? Par les photos, bien sûr ? Par les photos. Une photo d'intérieur d'un logement qui est bien décoré. Il faut savoir que la photo, c'est 80% de ce qui va favoriser la réservation, en fait, la sélection du bien. Donc en effet, par la photo, on va voir déjà ce que révèle l'intérieur. C'est important qu'il ait du cachet, qu'il ait une personnalité, qu'il ait du style, parce que ça va faire toute la différence pour la réservation. Et entre deux biens d'une même superficie sur un même lieu, la décoration et les équipements vont clairement avoir une importance significative dans la location. Et dans le prix du logement également ? Dans le prix du logement aussi. En effet, un logement qui est bien aménagé, bien décoré, bien équipé, on peut augmenter jusqu'à 30% le tarif de sa nuitée. Donc c'est pas négligeable quand on a des biens qu'on a envie de louer soit de temps en temps parce qu'on part en vacances ou qui sont disponibles ou qu'on le fait de manière plus récurrente. Alors, quels conseils allez-vous nous donner pour justement investir dans la décoration d'un appartement ? Eh bien, c'est simple. Il y a 3 niveaux, je pense qu'il faut respecter. Le premier, dans un logement, déjà, c'est de le rénover. Quand vous arrivez dans des logements qui sont abîmés, un peu vieux, dans le jus, c'est important de revoir les sols, les murs, s'assurer que c'est bien isolé. Voilà, ça, c'est le basique quand même pour un logement, mais c'est important de le rappeler parce que c'est pas toujours le cas. Deuxième point, ça va être de l'équiper. Donc, une petite cuisine bien équipé, avec un peu de cachet, même si c'est simple, tout de suite, ça donne envie. Ça peut être aussi un petit dressing, une petite penderie pour pouvoir poser les vêtements, un bureau pour pouvoir s'installer le temps qu'on est dans le logement. Plus vous allez avoir un logement qui va être bien équipé, plus le séjour il va être agréable, vous allez avoir une meilleure note, vous allez mieux le louer. Et puis enfin, le troisième, c'est de pouvoir lui donner du cachet à ce logement. Voilà, c'est le troisième conseil, c'est d'essayer de créer une expérience un petit peu inoubliable pour ceux qui vont venir dans votre appartement, qui viennent et puis qui découvrent l'espace d'un instant, un environnement avec du style, dans lequel ils se sentent bien et dans lequel ils vont se souvenir et ils pourront en parler. Alors, est-ce que vous avez un exemple, par exemple, à nous donner ? Allez, imaginons un studio. Voilà, un studio. Imaginons un exemple de studio qu'on a rénové. On nous a fait appel pour ce petit studio qui avait besoin d'être rénové pour être mieux loué, qui est loué surtout à des étudiants. Donc là, on est sur la location plus longue durée, il y a du passage, ça se renouvelle régulièrement. Et donc là, c'est un investissement qu'on fait pour rénover. Donc, ce qui a été fait sur cet appartement, sur ce studio, on a revu le sol, les sanitaires, ça change tout. la cuisine. Là,
Ouais, donc avec beaucoup d'idées aussi pour essayer d'investir correctement le budget et d'avoir un budget maîtrisé, on va dire. Mais là, par exemple, la cuisine, c'est intéressant. Ils ont fait prolonger le plan de travail et ça permet d'avoir un espace bureau dans cet espace. Chouette, donc, ils ont réinvesti dans un convertible avec des petites niches déco. Et là, comme ça, les étudiants, ils viennent et puis ils peuvent poser la déco. Ils vont pas à chaque année, renouveler, refaire les trous dans les murs. C'est pas grand-chose, mais ça facilite l'installation et puis la vie de l'occupant. Ah ouais, ça change tout. Et puis, ça doit être des investissements qui doivent perdurer dans le temps. Exactement. Et ça, c'est très important parce que quand on met un peu d'argent dans un logement pour la location, il faut absolument que ça tienne dans le temps. Et ce qui va faire que ça va fonctionner, c'est que le logement, il va être bien entretenu. C'est la base. Et là-dessus, on peut faire appel à des conciergeries comme Luquet, par exemple. C'est la conciergerie de Airbnb. Et en fait, ils s'occupent pour vous de l'entretien du logement. Alors ça, c'est super pratique quand même à savoir. Et ben voilà, avec vous, on sera un collab pour booster la rentabilité de son bien en location. Merci beaucoup Aurélie. Je vous propose tout de suite qu'on retrouve Billy à la SPA de Rennes. Billy, c'est à vous. Bonjour Jennifer, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Grand soleil aujourd'hui, il fait très très beau. Et d'ailleurs, il y a quelques guêpes, donc si vous voyez Jennifer se carapater, c'est parce qu'elle a peur des guêpes. Tu gères des gros chiens énormes sans problème. Oui, mais j'ai peur de la petite bête. La petite bête, t'as peur. Alors, ce matin, on est venu pour parler de ce petit bonhomme qui s'appelle Max. Max, bonjour Max. Max. Alors Max, c'est un petit mélange ou c'est une race ça? Oh, alors il y a peut-être de l'épagnol papillon avec un peu d'épagnol, on ne sait pas trop. C'est un chien qui a été abandonné parce qu'en fait, il supporte très mal la solitude. Okay. Donc c'est un petit chien qui a besoin de maîtres très présents. Il aboie, non? Il aboie, il est très anxieux en fait quand il est tout seul. Donc on lui cherche une famille qui pourra l'emmener un peu partout. Des jeunes retraités par exemple. Alors sans chat. Non, pas de chat. Il n'aime pas les chats. Au niveau des copains, il préfère les copains plus grands que lui. Okay. Ah oui. Ouais, il préfère les copains plus grands que lui, notamment les filles, bien sûr, qui préfèrent au mâle. Mais sinon, voilà, c'est un petit chien plein de vie, qui a vraiment besoin de se dépenser. Malgré sa petite taille, c'est important aussi de savoir que même les petits chiens ont besoin de se dépenser et d'être stimulés. Et lui, c'est le cas. Il faut travailler du coup aussi sur cette anxiété. Est-ce qu'on a dit son âge à Max? Il a 2 ans. 2 ans, oui, ouais, donc là, c'est un petit bonhomme. Jeune. Ouais, donc des jeunes retraités, ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal pour lui. Il a encore plein de choses à apprendre, donc il faut quand même avoir du temps à lui consacrer. Ok, bah oui, il y a encore l'éducation. 2 ans, c'est jeune. Jusqu'à quel âge on éduque un chien? N'importe quel âge, on peut éduquer un chien, mais là, en plus, il est vraiment en âge d'apprendre encore plein de nouvelles choses. Mais ça, je le dirai jamais assez. Oui, il n'y a pas d'âge pour éduquer un chien. Ça marche. Donc même s'il a pris des mauvaises habitudes avant, on peut rattraper ça. Exactement, il suffit d'avoir les bonnes méthodes et de la patience. De notre productrice qui, elle, a pris des très mauvaises méthodes et elle les change rarement. Eh bien, écoutez, on va vous faire passer une très très bonne journée. Et puis Max est là pour vous faire plein de petits câlins. À bientôt. À bientôt. Et ben voilà, Max vous attend. Merci à tous d'avoir été avec nous. On vous souhaite une magnifique journée. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 10h45. On parlera entre autres de sécurité routière. Et puis il sera aussi question de la première édition du Salon de l'étudiant de Vannes. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série Itinéraire Bretagne sur les rives de la vallée de la Vilaine. Ce sera l'heure de votre journal régional dans la foulée. Très belle journée, Kenavo.